Hello les voyageurs! Comme vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, je vous présente Max, ma machine à voyager. C'est un camping-car Peugeot J5 Immercar Family 3 de 1987 et qui totalise un peu plus de 103 000 km. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce type de véhicule. Je vais vous montrer l'aménagement que j'ai réalisé et les améliorations que j'ai apportées. Je vous donnerai aussi au fil de la vidéo quelques astuces bien pratiques pour que vous puissiez voyager en totale autonomie. Alors, prêt pour le van tour? Générique! Commençons ce van tour par une visite extérieure. Mon J5 est hyper vitré, ce qui apporte beaucoup de clarté à l'intérieur du camping-car. Quelquefois même un peu trop, surtout en été, quand le soleil cogne et surchauffe l'habitacle. Mais en hiver, cet inconvénient se transforme vite en avantage. Pour info, j'ai disposé du film réfléchissant pare-soleil sur les vitres de l'habitacle. Ça limite un peu l'entrée de la chaleur, mais ça évite surtout aux curieux de voir ce qui se trouve à l'intérieur du fourgon. Un réservoir pour collecter les eaux grises se trouve sous le véhicule. Pas besoin de bidon de récupération, ce qui est bien pratique, surtout quand on stationne en ville. De manière générale, j'essaie toujours d'utiliser des produits biodégradables, respectueux de la nature. Deux hublots latéraux permettent d'apporter de la lumière et d'aérer l'habitacle. Montés sur compas, ils peuvent rester ouverts même quand il pleut. Sur une des portes arrière, j'ai construit une échelle fixe qui me permet d'accéder aux porte-bagages situées sur le toit du J5 où j'ai installé un panneau solaire orientable. À la base de l'échelle, j'ai fabriqué un porte-jerrycan amovible pour embarquer une réserve de 20 litres d'essence. J'ai construit un porte-vélo, lui aussi démontable, que j'ai fixé sur l'échelle pour y loger mon vélo pliant. La dernière particularité extérieure de mon J5 est la présence d'une prise P17 encastrée. À l'aide d'une rallonge et d'un adaptateur européen, elle me permet d'alimenter le camping-car en électricité 220 volts via une borne de service ou lors d'une étape au camping. Je vous avoue que je ne l'utilise que très rarement. Mon panneau solaire me suffit amplement. Allons voir un peu ce qui se cache sous le capot. Un moteur à essence, le fameux XN1T, de 2 litres de cylindrée et de 11 chevaux fiscaux. C'est le cœur de la bête, il est réputé increvable. C'est le même moteur que celui qui équipe les Peugeot 504 totalisant des centaines de milliers de kilomètres et qui roulent encore aujourd'hui au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest. Dépourvu d'électronique et doté d'une distribution par chaîne, le moteur à essence de mon J5 est d'un entretien aisé. Il est théoriquement facilement réparable, et ce, où que je me trouve sur la planète. Avec ses 78 chevaux, Max n'est certes pas une voiture de course, mais il roule gentiment à 80 km/h en consommant en moyenne 12 litres au 100 d'essence sans plomb. Une grille de barbecue se trouve au-dessus de la roue de secours et évite ainsi d'embaumer l'habitacle d'une douce odeur de grillade. Petite astuce, pour gagner de la place dans l'habitacle, et vu que le compartiment moteur est immense,
j'ai fabriqué, à l'aide d'un vieux bidon en plastique solidement boulonné au châssis, un rangement accueillant sous la roue de secours une réserve de tous les fluides hydrauliques nécessaires. Continuons ce 20 tours par la visite de l'intérieur de mon fourgon. On commence par l'arrière. Un premier coffre est situé derrière le chauffage. J'y range mes outils et un pied amovible que je place en appui sur le pare-choc pour soulager les charnières quand je monte sur l'échelle. Ce coffre était initialement prévu pour y loger une bonbonne de gaz type bouteille de plongée sous-marine, mais ce format est aujourd'hui trop compliqué, voire impossible à trouver. Donc exit le vieux compartiment à gaz d'origine, il est remplacé par un nouveau que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Bref, comme ce coffre n'est pas facilement accessible, j'y range les affaires que j'utilise le moins. Sur la porte arrière, j'ai suspendu un organiseur. J'y place essentiellement tout le nécessaire pour faire la lessive. Au-dessus de mon chauffage Trumatic SL 3002, et comme j'ai supprimé le frigo, j'ai de la place pour mettre une partie de ma réserve alimentaire, plus une petite glacière 12 volts de 8 litres, montée sur rail coulissant, et que je n'utilise que quand je veux conserver de la viande ou du poisson, ou rafraîchir une canette de bière. À côté, j'ai placé le filtre à gravité que j'ai fabriqué et qui me permet de purifier l'eau prélevée dans la nature et la rendre potable. En dessous du filtre, j'ai fabriqué un garde-manger pour stocker à l'abri des insectes la viande séchée, le fromage et les œufs. De l'autre côté se trouve le coin toilette, avec une armoire murale où je range mes produits d'hygiène. En dessous de la vase du cabinet de toilette se trouvent mes toilettes sèches et un coffre que j'ai conçu sur mesure pour stocker le maximum de sueur dans un minimum d'espace. Une map monde et des cartes postales me remémorent les pays et les endroits que j'ai visités. Un placard haut me permet de ranger mes serviettes de toilette et de bain et d'autres affaires volumineuses. C'est dans ce placard qu'arrivent, via un passe-toit étanche, les câbles de connexion de mon panneau solaire monocristallin de 115 watts. Ces derniers alimentent mon Suaoki 400, un générateur de courant portatif rechargeable doté d'un convertisseur pur sinus de 300 watts. C'est la seule source de courant dans l'habitacle de mon camping-car. C'est lui qui, sans aucun problème, alimente mon éclairage à LED et me permet de recharger tous mes appareils numériques. J'en suis hyper satisfait. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet. Ensuite, j'ai vissé des paniers sur le support qui accueillait initialement le lit escamotable. J'y range une multitude de choses diverses et variées et dont j'ai quotidiennement besoin. Une frise faite maison, s'il vous plaît, recouvre les ouvrants de mes coffres à vêtements. Elle retrace les moments clés de mes 50 années de voyage à travers le monde. Mais voyons ça d'un peu plus près. Elle débute en Asie avec la visite des temples sri-lankais et une balade à dos d'éléphant dans la jungle thaïlandaise. Ensuite, c'est Istanbul, avec ses grandes mosquées et son célèbre Bosphore, frontière naturelle entre l'Asie et l'Europe. Puis la Grèce et ses sites archéologiques mythiques. Après, c'est les montagnes slovènes sur la piste des ours. Vient ensuite les forêts scandinaves peuplées d'animaux sauvages. Puis, changement de continent. On passe en Afrique de l'Ouest, à travers les savanes burkinabées et sénégalaises. Ensuite vient le désert marocain avec une escapade mémorable dans les dunes. Puis c'est l'océan à la découverte des dauphins et des baleines. Et pour finir,
C'est le rocher du Cap Nord, avec l'impression d'être arrivé au bout du monde. J'ai fabriqué un caisson haut fermant à clé. J'y range en toute sécurité mon ordinateur et mon matériel vidéo. Je ferai peut-être une vidéo sur le matériel que j'utilise pour filmer mes aventures. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Sur la partie intérieure de la porte, j'ai fixé un porte-document où je glisse la checklist de l'ensemble des choses à faire ou à ne pas oublier d'embarquer avant de partir en road trip. Ce pense-bête est vraiment rassurant et me permet de partir en voyage l'esprit serein. Des stickers de drapeaux des pays que j'ai traversés donnent un peu de couleur au mobilier d'origine plutôt vieillot de mon fourgon. Même si le mobilier est ancien, il n'en reste pas moins bien pensé et fonctionnel. Pas de perte de place, le moindre espace est rentabilisé et facilement accessible. Du coup, je peux y ranger ma vaisselle et les aliments que je mange quotidiennement. Le bas du placard me sert de casserolier. Au plafond, et en prenant appui sur les fixations du lit escamotable en position fermée, j'ai réalisé un support verrouillable pour ma guitare. D'une part, elle ne bouge plus quand je roule, et d'autre part, elle ne gêne pas le passage dans l'habitacle. Un peu partout, j'ai fixé des filets. C'est hyper pratique. Le fond du vaisselier accueille une penderie. J'y ai installé une étagère souple pour y ranger mes vêtements volumineux. Un tube en PVC bouché à sa base me permet d'y glisser mon parapluie. Comme ça, aucun risque de mouiller l'habitacle, même si le parapluie est trempé. J'ai fabriqué une moustiquaire pour chacun des hublots latéraux. Elle se scratche facilement au revêtement mural du camping-car. J'ai recyclé en armoire à pharmacie une boîte en bois qui accueillait initialement une bouteille de vin. J'ai même une petite bibliothèque et un porte-brochure touristique. Dans la partie profilée du toit du fourgon, je range mes oreillers, mon sac de couchage, une tente de douche et une auge à béton que j'ai réhabilitée en bac à douche amovible. Au niveau du cabinet de toilette, sous le tapis, j'ai percé le plancher pour y faire déboucher un tuyau en PVC relié au réservoir d'eau grise. J'ai réalisé une bande d'écoulement au travers du bac à douche que je viens clipser au tuyau d'écoulement. Il ne me reste plus qu'à fixer des tendeurs en hauteur pour y accrocher mon rideau de douche, à mettre ma douche sous pression et le tour est joué. Mais en réalité, je me douche le plus souvent possible à l'extérieur du véhicule. Continuons avec les histoires d'eau. Mais rassurez-vous, il n'y a rien de sadomaso là-dedans. Mon J5 ne dispose pas de réservoir fixe d'eau propre, mais de 2 bidons alimentaires de 10 litres chacun qu'il convient de sortir du véhicule pour aller les remplir. Personnellement, ça ne me gêne pas trop, et c'est même quelquefois bien pratique de pouvoir se trimballer à pied avec ces bidons quand on ne peut pas s'approcher du point d'eau avec le camping-car. C'est aussi sous l'évier que se trouve la rampe de distribution du gaz propane qui alimente le chauffage Truma et les 2 plaques de cuisson. Ces dernières se trouvent sous un plan de travail, intégré à un combiné gaz plus petit évier en inox. Les boutons des feux gaz se trouvent en façade. J'ai remplacé la pompe à eau électrique immergée qui faisait régulièrement des siennes par une pompe manuelle à pied de type marine. Elle est logée dans le coffre qui jouxte l'espace cuisine.
Dans ce coffre se trouve une partie de ma réserve alimentaire, en particulier les aliments secs, bien à l'abri des insectes, à l'intérieur d'une boîte étanche. Sous l'autre siège du coin repas, l'espace est divisé en deux parties, une pour stocker les produits d'hygiène et d'entretien, l'autre pour accueillir le nouveau coffre à gaz. Ce dernier est isolé de l'habitacle et ventilé par une grille d'aération. Il accueille une bouteille de 5 kg de propane reliée à un détendeur clip. Mon lit est basculant et une fois levé, j'accède à un très grand espace de rangement divisé en deux grandes parties bien distinctes. Dans la première, j'ai réalisé un range-bouteilles à l'aide de morceaux de tubes de PVC. Bien pratique, il est accessible même quand le lit est baissé et garantit de tout risque de renversement des bouteilles quand j'emprunte des routes chaotiques. À l'arrière de celui-ci, deux coffres accueillent une nouvelle partie de ma réserve alimentaire. Le premier est dimensionné pour contenir un pack de 6 bouteilles d'eau. Bon, aujourd'hui c'est des pâtes. Et le deuxième pour stocker des boîtes de conserve. Devant, c'est en quelque sorte la soute de mon camping-car, puisque tout est accessible par la porte passager, et ce, même quand le lit est descendu. On y trouve deux cales de mise à niveau, deux bassines pour le linge, un casque à vélo, un compresseur, mon kayak gonflable, un gilet de sauvetage, une chaise et une table de camping, un enrouleur de câbles électriques. À noter que la soute est boulonnée au plancher par des vis qui prennent place sur les filetages existants et utilisés d'origine pour boulonner le siège passager. Le switch soute-siège se fait donc en un instant. J'avais prévu cette solution pour faciliter le passage de Max au contrôle technique si je tombais sur un contrôleur pinailleur. Mais en réalité, Max passe le contrôle technique sans siège passager, la seule obligation étant de présenter son véhicule avec des ceintures de sécurité fonctionnelles. Comme ça passe, je cherche même pas à comprendre. Passons maintenant au poste de pilotage. Rien de bien particulier à ce niveau, si ce n'est que j'ai placé ma tablette au centre du volant. C'est bien pratique pour suivre un itinéraire sur une carte numérique. Pour info, elle tient tout simplement avec un bout de bande velcro. J'ai ajouté deux prises allume-cigare en plus de celles d'origine. À noter que l'accès à la boîte à gants reste toujours possible même avec le lit descendu. Bon, il est maintenant temps de trouver un bivouac pour la nuit. Quelques inconvénients tout de même. Pour être tout à fait honnête avec vous, et même si Max est un formidable compagnon de voyage, je lui trouve trois inconvénients. Le premier, c'est sa vitesse qui plafonne à 80 km/h. Sur les routes de campagne, c'est pas du tout gênant, mais sur autoroute, j'ai l'impression de ne pas avancer. Le deuxième, c'est que c'est une traction avant. Donc sur une prairie humide ou dans une montée gravillonnée, il patine facilement. Le troisième, c'est qu'il est mal isolé. Les vitrages sont en verre et l'isolation des tôles est trop fine. À part ça, et à condition de tenir compte de ces inconvénients lorsque j'organise un voyage, mon J5 me permet de découvrir des endroits fabuleux. Je vous invite d'ailleurs à visionner toujours sur ma chaîne la playlist intitulée Mes road trips. Pourquoi mon J5 s'appelle Max? Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'il me permet de voyager. Pour voyager en toute liberté, à mon rythme et loin des circuits touristiques, soit je prends un billet d'avion
et une fois arrivé sur place, je loue une voiture pour faire un road trip dans le pays à visiter, soit je pars depuis mon domicile pour suivre un itinéraire en boucle. J'ai longtemps voyagé à bord d'un 4x4 Mitsubishi Pajero que j'avais équipé pour faire du raid familial, mais une casse moteur dans le désert marocain m'a obligé à changer de véhicule. Alors, pourquoi avoir choisi d'acheter un camping-car plutôt que de réaménager un 4x4 ? Le Mitsubishi Pajero, mon drôle de zèbre, était un formidable compagnon de voyage qui pouvait m'amener loin des sentiers battus, mais voyageant seul, et pour des raisons évidentes de sécurité, j'avais choisi de dormir dans la voiture, la clé sur le contact, prêt à déguerpir au moindre souci. Donc à part rouler ou dormir, toutes les autres activités de la vie quotidienne, comme cuisiner, se laver ou encore aller aux toilettes par exemple, devaient se faire faute de place à l'extérieur du véhicule. Alors quand on est tout seul, perdu au beau milieu de nulle part et qu'il fait beau, c'est plutôt cool. Mais quand il pleut, qu'il fait froid ou qu'on séjourne en ville, eh ben là ça devient vite galère. Donc le premier critère du choix d'un camping-car a été pour moi la place. Avoir de la place pour pouvoir vivre dans son véhicule, pour pouvoir se tenir debout, pour pouvoir s'occuper quand il pleut, pour pouvoir aller aux toilettes même si on est stationné sur un parking bondé. Pourquoi acheter un camping-car déjà tout fait plutôt que d'aménager un fourgon soi-même ? C'est vrai qu'imaginer l'aménagement de son véhicule en fonction de ses envies, de ses besoins, puis de le construire soi-même semble plutôt idéal. Mais ceci a un coût. Mis bout à bout, les tarifs souvent exorbitants des équipements à installer font vite grimper la facture. D'autre part, et si l'on veut être en règle avec la législation, tout faire soi-même nécessite ensuite de faire des démarches assez coûteuses et quelquefois hasardeuses pour obtenir la fameuse homologation VASP Caravane. Avec sa carte grise VASP Caravane d'origine, mon J5 Immercar Family 3 passe sans problème le contrôle technique pour ce qui est des aménagements dans la cellule. Donc pas besoin de démonter quoi que ce soit pour passer avec succès la fameuse visite. Pourquoi une petite camionnette et non pas un grand camping-car intégral ? Le Peugeot J5 Immercar n'est en fait ni plus ni moins qu'une camionnette tôlée, donc robuste, qui est simplement rehaussée par un toit en fibre. Avec ses 4,75 m de longueur pour 2,64 m de hauteur et 1,96 m de large, son gabarit relativement compact est tout à fait adéquat. Il se stationne facilement en ville, il ne coûte pas un bras quand il s'agit de passer un péage ou de prendre un ferry, il se faufile agilement sur les petites routes de campagne et comme il est pourvu d'une garde au sol suffisante et de bonne suspension, il accepte sans rechigner d'emprunter quelques pistes roulantes. Profilé et dépourvu de capucine, il fend le vent. Bon ok, là j'exagère un peu. Un bon couchage, c'est primordial. Avoir un lit très confortable et ne pas devoir à chaque étape et après une grosse journée de route perdre un temps fou à tout manipuler pour installer le couchage, c'est vraiment appréciable. Initialement, ce Peugeot J5 Immercar Family 3 était conçu pour accueillir et loger à son bord 4 personnes. Mais bon, voyageant seul, j'ai tout transformé pour adapter l'habitacle à mes besoins. Bien évidemment, comme j'ai tout gardé de l'aménagement initial, je peux au besoin le remettre en configuration d'origine. Bref, en configuration d'origine, un premier couchage de 2 places nécessitait la transformation du coin dinette en couchette. Un deuxième couchage, escamotable de 2 places, était situé dans le plafond du camping-car. Même s'il se déployait en un instant et était de suite fonctionnel, vu la trop faible épaisseur du matelas d'origine, ce couchage était franchement inconfortable. J'ai donc dans un premier temps tenté de remplacer le matelas d'origine par un matelas plus épais, mais du coup, le lit n'était plus escamotable au plafond, et même si l'accès au coin dinette et au poste de pilotage restait possible avec le lit déplié, il me fallait me contorsionner pour réussir à me mettre à table ou au volant. Je ne vous raconte même pas le nombre de fois où je me suis cogné la tête.
C'est plutôt ballot dans un habitacle de plus de 2 mètres de hauteur. J'ai opté pour virer le siège passager et installer le couchage tout en longueur. C'est un lit de 60 cm de large sur 1,90 m de long avec un sommier à latte et un matelas à mémoire de forme, s'il vous plaît. Bref, il est super confortable et me permet de passer des nuits reposantes, car bien dormir quand on fait un road trip, c'est vraiment primordial. En parlant de bien dormir, il commence à se faire tard, alors je vais aller me coucher. Vous pouvez retrouver toujours sur ma chaîne, dans la playlist Ma Van Life, toutes les vidéos liées à l'aménagement de mon fourgon. Et comme d'habitude, je vous mets quelques liens utiles dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de la commenter et de vous abonner à ma chaîne. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent. Bonne nuit!